Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles et je suis conseiller chez HomeGrade. J'imagine que vous le savez si vous nous regardez. Merci à vous de nous avoir rejoints après ce long week-end ensoleillé. Si par hasard ou par malheur certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore, HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons aux particuliers divers accompagnements dans le but de les conseiller au mieux dans leurs projets de rénovation. Et grâce aux subsides régionaux, tous nos services sont gratuits. Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, soit via notre formulaire de contact que vous retrouverez sur notre site web. Vous pouvez aussi passer nous voir directement au Point Info, qui est situé place Quetelet numéro 7, entre les métros Madou et Botanique, sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie. Je vous invite également à consulter notre site web car nous mettons à votre disposition toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple notre synthèse des primes 2024, une brochure sur l'humidité et aussi de nombreuses informations sur les travaux d'étanchéité ou d'isolation. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez y retrouver d'ici quelques jours cette présentation ainsi que les différents webinaires que nous avons déjà réalisés. Le webinaire de ce jour est consacré aux problèmes d'humidité qui sont malheureusement bien trop fréquents dans le bâti bruxellois. Au cours de cette présentation, des méthodes de diagnostic pour identifier les différentes origines des pathologies seront présentées. Cela vous permettra de différencier les problèmes de condensation, d'infiltration d'eau ou de remontée capillaire. Des solutions concrètes seront abordées pour la rénovation, ayant pour objectif de prévenir durablement l'apparition de l'humidité dans le logement afin de protéger la santé des occupants ainsi que l'intégrité des bâtiments. Je vous propose d'accueillir maintenant Samuel Dubois, expert en recherche et développement chez Buildwise dans l'unité performance du bâtiment et rénovation, qui va nous partager ses connaissances sur le sujet. Samuel, la parole est à toi. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Très rapidement, donc Buildwise, on est un centre de recherche, on s'appelait auparavant le Centre scientifique et technique de la construction. On est une équipe là de 25 personnes qui est dédiée aux problématiques de rénovation et de performance du bâtiment. Les pathologies dans ce cadre-là font vraiment partie intégrante du processus de rénovation, donc on est quelques-uns à être vraiment spécialisés là-dessus. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aborder d'ailleurs d'abord une petite introduction sur les problèmes d'humidité, leurs causes, d'où est-ce que ça vient, quels sont les différents types de pathologies qu'on peut avoir. Ensuite, les méthodes de diagnostic, donc quels sont les outils disponibles pour les particuliers ou pour des professionnels selon le niveau de connaissance qu'on veut avoir. Et ensuite, les différents types de pathologies un petit peu plus en détail. Donc, le principal problème quand on parle d'humidité, c'est qu'il y a toute une série de problématiques différentes qui coexistent. Donc, il y a la condensation, par exemple, qui est quelque chose qui arrive souvent dans les logements, les remontées capillaires, donc les remontées dans le bas des murs, dans les anciennes maçonneries, les infiltrations. Donc, il y a tout ce vocabulaire technique qu'il faut arriver à assimiler, et c'est pas toujours facile de différencier les différents problèmes qui existent. Globalement, si je dois faire un schéma de ce qui peut arriver dans le bâtiment, donc là, on a un bâtiment qui cumule un petit peu tous les problèmes qu'il peut avoir. Donc, ce qui est important, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais en bas à droite, vous voyez ici ce qu'on appelle des remontées d'eau par les maçonneries. Donc, si on a un bâtiment ancien dans lequel on n'a pas prévu de couper ces remontées d'eau, ben, naturellement, l'eau va remonter au niveau des maçonneries qui agissent comme des pompes à eau. Donc, quand on plonge une brique ou du mortier dans une bassine d'eau, ben, cette brique va s'humidifier un peu comme un morceau de sucre. Et donc ça crée beaucoup de problèmes dans le bas des murs, dans les caves ou les étages inférieurs. Et alors, les petits points rouges ici symbolisent les sels. Ça, c'est vraiment, je pense, un élément à retenir aujourd'hui, c'est que souvent, les plus gros dégâts, ils sont pas uniquement dus à l'humidité, mais ils sont dus à la présence de sel dissous dans l'eau. Donc, par exemple, une nappe phréatique, ben, il y a plein de substances qui sont arrivées dans cette eau. Elle n'est pas complètement pure, évidemment. Et tous ces sels qui sont dissous dans l'eau vont remonter en même temps que l'eau au niveau des maçonneries, ce qui ne cause pas spécialement de soucis, sauf à l'endroit où ça va sécher. Parce que naturellement, quand l'eau va atteindre son équilibre, elle va commencer à sécher. Et dès que ça sèche, ben, ces sels vont se déposer en surface et cristalliser. Donc, comme du sel de cuisine, ça va repasser sous forme solide. Et ça peut créer des énormes dégâts dans les maçonneries.
On verra aussi tout ce qui est condensation. Donc, ce sont plutôt là des phénomènes de surface. C'est le fait qu'on ait de l'eau sous forme vapeur dans l'habitation qui va trouver des points froids et venir condenser sur ces surfaces froides, ce qui peut aussi créer des moisissures ou des problèmes esthétiques. Dernier point, c'est tout ce qui est pluie. En général, c'est plus facile à diagnostiquer. C'est un défaut dans le rôle d'étanchéité du bâtiment qui fait que l'eau va rentrer là où elle ne devrait pas rentrer. Là, je vais pas trop insister là-dessus, mais quand même reprendre deux, trois notions théoriques qui sont vraiment pour moi essentielles à comprendre quand on veut savoir d'où viennent les problèmes dans son bâtiment. Et le premier, c'est vraiment cette notion d'humidité relative. Quand on parle d'humidité relative de l'air, on va dire, voilà, dans des conditions normales, dans une pièce où on vit, l'air devrait être à une humidité relative de 50% ou autour de 50%. Ça veut dire qu'on est à 50% de sa capacité de contenu en eau. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau. Autrement dit, on n'est pas sec, là on serait à 0%, et on n'est pas saturé, où on serait à 100%. Quand l'air atteint une valeur de saturation de 100%, donc quand on est dans un environnement très humide, dans une piscine par exemple ou une salle de bain, mais là on va avoir un air qui est tellement saturé qu'il va chercher à se débarrasser du surplus d'eau. Et l'autre notion essentielle, c'est que cette capacité, cette teneur en eau maximum que l'air a, il dépend directement de la température. Ça, c'est vraiment la règle principale. Et au plus l'air est froid, au moins il a cette capacité à contenir de la vapeur d'eau. Le problème, c'est que dans un bâtiment, ben, l'air, il passe de 20 degrés à 15 degrés dans la cave, peut-être à 30 degrés sous les toitures. Il y a toute une série de températures qui coexistent dans le bâtiment. Et ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de faire passer un air chaud et humide sur une surface froide, parce que dans ces cas-là, on va condenser. Donc, je reprends un peu cet exemple très simple. On a ici un air à 60% d'humidité relative. Donc on est à 20 degrés dans des conditions normales. Et on voit qu'on est sur cette courbe ici de 60%. Si je prends ce volume d'air et que je le baisse à 15 degrés, donc je suis cette courbe et je passe de 20 ici à 15 degrés sur cet axe du graphique, ben, je suis passé sur une autre courbe. Je suis à présent sur la courbe de 80% d'humidité relative. Ça veut dire que j'approche ce fameux niveau de saturation qui est la dernière courbe ici. Le contenu en eau, lui, ne change pas. On a toujours le même nombre de grammes d'eau par kilo. Le problème, c'est si on continue à baisser la température, ben à 12 degrés, on a ce qu'on appelle le point de rosée. Donc à 12 degrés, l'air ne peut plus contenir d'eau, donc ça va condenser. Pour le voir beaucoup plus simplement, ça veut dire que dans une pièce, dans des conditions normales, si quelque part dans la pièce, on a un point à 12 degrés, que ce soit sur une vitre, sur une zone froide, d'où qu'elle vienne, on aura de la condensation qui va se former. Donc l'air, là, localement, il va devoir se débarrasser de son eau et donc on a des gouttelettes qui vont venir se déposer. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre la plupart des problèmes de condensation. Donc on veut éviter en hiver, quand on est dans une pièce chauffée, qu'il y ait quelque part dans la pièce un point qui est autour de 12 degrés. Si on continue, ben, l'air il va commencer à perdre de l'eau. Si je descends à 10 degrés, ben, il ne peut plus contenir autant d'eau et donc il va commencer à perdre de... Euh, Autre phénomène, je vous l'ai dit, c'est la capillarité. C'est ce fait que la plupart des matériaux de construction traditionnels, donc briques, pierres, bois, vont absorber naturellement de l'eau quand on les plonge dans une bassine. Donc, il y a cette eau qui va monter naturellement dans la brique ou la maçonnerie. Et typiquement, il y a un équilibre qui se fait. Donc, ça ne monte pas évidemment indéfiniment. On ne va pas monter jusqu'à 15 mètres de haut. Mais quand on atteint 1,5 mètre par rapport au niveau du sol, en général, comme le mur se sèche en même temps que l'eau monte, ben on atteint un niveau d'équilibre, si on peut dire, et donc l'eau ne va pas monter plus haut qu'une hauteur en général de 1 mètre à 1,5 mètre. Dernier point un peu théorique avant de rentrer dans le concret, c'est cette notion de sel. Donc, vous voyez des dégâts typiques ici qu'on observe sur des bâtiments patrimoniaux ou des bâtiments anciens qui vont venir casser la pierre, vraiment la fragiliser. C'est tout le temps lié au sel, ou en tout cas souvent lié au sel, ou alors à des problématiques de gel, dégel. Donc, si on a des alternances de température très forte et qu'on a une pierre qui est assez sensible à ça, ça peut aussi causer des dégâts. Mais très souvent, on va observer cet effet de sel, donc de substances qui sont dissoutes dans l'eau. Et au moment où ça sèche,
ça repasse sous forme de cristal et donc là, ça va exercer en fait une pression à l'intérieur du matériau qui peut le faire exploser. C'est aussi ici, pour moi, une image essentielle à droite, c'est l'impact des interventions. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a mis un cimentage, donc on avait probablement un mortier qui était en train de s'effriter. Donc le mortier, il subissait cette influence des sels et il était probablement usé. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre un cimentage, donc de venir prendre du ciment, par exemple au bricot, et venir rapidement réparer. Le problème, c'est que le ciment est lui très étanche à l'eau. Et donc l'eau, elle peut plus vraiment passer au niveau du mortier, elle va commencer à passer dans les briques. Et donc les briques, elles étaient plus ou moins épargnées jusque-là. Et d'un coup, on va déplacer le problème du mortier aux briques. Ce qui est évidemment catastrophique, vu que c'est beaucoup plus dur de remplacer des briques que de réparer un mortier. Donc ça montre quand même que le choix des interventions est vraiment important. Si je vous montre juste une petite vidéo pour bien le visualiser, hein, c'est très théorique en laboratoire, mais ça montre euh, des grains de sel dans une chambre climatique dans lesquelles on va augmenter la teneur en eau. Et on voit que ces sels, ils vont naturellement venir soit absorber de l'eau de l'extérieur, donc ils vont eux-mêmes se mettre en solution. Et si on rebaisse l'humidité relative par la suite, ils vont évidemment repasser sous forme cristal. Mais ce qui est impressionnant ici, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils ont cette capacité de venir prendre de l'humidité de l'air aussi. Donc certains sels peuvent venir humidifier les murs par cet état d'équilibre qu'ils exercent par rapport à l'air ambiant. Et donc là, on ne rajoute pas de l'eau, c'est simplement les sels qui viennent absorber de l'eau de l'environnement. Dans le sens inverse, si on vient sécher euh, une solution de sel, donc une goutte d'eau avec des sels, ben, ils viennent se remettre sous forme cristal. Et donc c'est ça qui peut aussi causer des dégâts. Hop, je reprends le contrôle ici. Ah, et donc ça, c'est un exemple qu'on peut trouver en se baladant dans la rue. On voit, comme je vous l'ai dit, qu'on a une hauteur typique d'1 mètre environ. Et à 1 mètre, tous les dégâts vont se concentrer parce que ce qui se passe, c'est que l'eau monte ici dans le mur, vient déposer tous les sels à cet endroit-là, et en se déposant, ces sels vont venir faire éclater la maçonnerie. Donc il y a ici quelque chose de très marqué où tout de suite on sait qu'il y a évidemment pas de rupture de capillarité, donc on n'empêche pas l'eau ici de monter dans le mur. Il y a probablement de la terre aussi derrière, vu qu'on voit de la végétation. C'est possible qu'il y ait simplement un niveau des terres qui est plus haut. Et donc, comme les terres sont humides, elles viennent transférer leur eau dans ce mur. Voilà, donc ici, on a une introduction générale. Quel est le problème par rapport à l'humidité? Bon, on les connaît, hein. Donc, c'est d'abord un problème esthétique. C'est qu'on peut avoir dans un premier temps des décollements de papier peint, des taches qui sont ici disgracieuses, qui causent pas vraiment de soucis, hein. Donc, cette tache qu'on voit sur ce mur, elle a pas un problème, elle cause pas de problème sanitaire, elle cause pas de problème structurel, mais au niveau esthétique, ça va être dérangeant. Et alors, l'étape d'après, c'est évidemment les problèmes plutôt sanitaires. Donc, c'est quand les moisissures ont le temps de se développer, quand on laisse traîner les choses, ben, on a un moment où on se retrouve dans un environnement qui n'est plus sain à occuper parce qu'il y a toute une série de spores qui vont être dans l'air, de toute façon trop confiné. Et donc là, on va aussi vouloir intervenir. J'en profite pour dire, ça c'est un exemple typique. Ici, c'est la deuxième image en partant de la gauche, où on voit bien que la condensation euh, se crée dans le coin de la pièce, parce que peut-être qu'on a une température qui est un peu plus basse localement, et surtout on a moins de ventilation. Donc s'il fait un petit peu plus froid dans ce coin, euh, et qu'en plus on fait stagner l'air dans cet endroit-là, mais les moisissures vont trouver un environnement sain enfin, sain pour elles, pour se développer. Troisième niveau, c'est évidemment quand on arrive sur des dégâts structurels, c'est par exemple les maçonneries qui ont été attaquées pendant très longtemps par des cycles de sel, enfin de cristallisation, décristallisation, ou les éléments en bois qui sont évidemment beaucoup plus sensibles que les éléments en pierre. Et donc les planchers sont évidemment des zones à risque parce que si on fait une intervention, si on rénove une maison ancienne et qu'on fait ça trop vite ou qu'on ne réfléchit pas assez aux conséquences, on peut très rapidement dégrader des éléments en bois qui sont dans les maisons bruxelloises, typiquement les planchers, les solives de plancher.
Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le diagnostic? Ben, c'est une manière de comprendre. On voit qu'il y a plein de phénomènes qui coexistent dans un bâtiment. Et le diagnostic, c'est arriver à comprendre qu'est-ce qui crée le problème initial. Est-ce qu'il y a un cumul de pathologies? Est-ce qu'en même temps, on a des infiltrations, des remontées par le bas des murs et peut-être de la condensation? Et arriver à proposer évidemment une solution au final de rénovation. C'est la première étape, c'est toujours comprendre le contexte, donc de quel bâtiment on parle, quel type de bâtiment, quels étaient ses usages passés. On a par exemple, bon, c'est moins le cas à Bruxelles, mais en Wallonie, ben, des réaffectations de bâtiments agricoles, par exemple. Mais ces bâtiments agricoles, ici, on a une ancienne étable. Qui dit étable dit ben, il y avait des déjections animales, l'utilisation d'engrais dans l'environnement agricole. Et donc, en fait, on a un sol qui est potentiellement hyper saturé en sels néfastes, donc des nitrates, des chlorures, des choses comme ça, qui vont, si on veut d'un coup rendre cette étable habitable, donc on dit, ah, maintenant, je voudrais que ce soit une pièce de vie, eh ben, on va d'un coup faire sécher beaucoup plus les murs, on va vouloir chauffer beaucoup plus. Et comme je vous l'ai dit, comme on chauffe plus, on fait sécher les murs. Et comme on fait sécher les murs, ben, les sels vont venir se déposer. Donc les sels qui étaient dans la maçonnerie vont commencer à se déposer en surface. Et d'un coup, on va avoir tous les murs ou tous les enduits qui vont commencer à se décoller. On va avoir des choses assez surprenantes qui se passent. Donc comprendre l'utilisation passée du bâtiment, c'est essentiel pour proposer des adéquates. Pareil pour l'occupation en termes, comment dire, d'habitabilité, donc de dire combien de personnes vont vivre là. Est-ce qu'on parle d'un bureau qui va être chauffé 2 jours par semaine ou est-ce que c'est chauffé en permanence? Est-ce que 15 personnes vont venir dans cette pièce ou seulement 2 personnes? Tout ça va avoir un impact assez fort sur les solutions. Alors, le diagnostic, on parle toujours d'expert, mais un expert, il n'arrivera jamais à comprendre tout s'il ne pose pas un minimum de questions aux gens qui occupent en fait ce bâtiment. Souvent, c'est la personne qui y est, qui va pouvoir dire, ah, en hiver, j'observe que ça s'empire, ou quand il pleut, j'observe que là, on a vraiment le souci dans le coin qui augmente. Et donc, c'est évidemment essentiel de discuter avec ceux qui connaissent le bâtiment. J'ai repris ici une checklist que je trouve assez bien faite. Elle vient du du document, pardon, de HomeGrid, qui reprend un petit peu toutes les questions principales qu'il faut se poser quand on veut effectuer un diagnostic. Par exemple, la première, elle est assez parlante. Est-ce qu'on parle d'un bâtiment qui a été construit avant ou après 1945? Mais les bâtiments qui étaient d'avant 1945, ils n'ont souvent pas de système pour limiter les remontées capillaires. En bas des murs, on a généralement allez, un système constructif qui fait que l'eau peut monter dans le mur naturellement. Il n'y a rien pour empêcher l'eau de monter. Dans les bâtiments, globalement, après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à mettre ce qu'on appelle une membrane d'étanchéité, ce qu'on fait toujours à l'heure actuelle dans tous les bâtiments neufs. Ça veut dire on met une couche étanche euh, au bas du mur pour empêcher l'eau d'y monter. Et donc toutes ces questions sont essentielles pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Après cette checklist théorique, on va souvent sur place. Donc ça, c'est ce que beaucoup d'entre vous ont sûrement comme question, c'est qu'on observe un problème et on se demande d'où ça vient. Pourquoi est-ce que quand je rentre dans ce bâtiment, j'ai cette énorme tache qui apparaît? Et parfois, c'est assez clair. Dans ce cas-ci, on a suivi, donc on voit typiquement, euh, on devine que c'est une infiltration. On a une espèce de tache qui part d'en haut, avec ici, euh, au niveau de la structure, une autre tache d'humidité qui nous fait penser, OK, ici, c'est une infiltration. Il y a de l'eau qui vient de quelque part. Donc, on passe à l'étage du dessus. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est en fait une ancienne toilette qui continuait à goûter goutte à goutte. Donc, on avait une petite fuite au niveau de l'arrivée d'eau et on avait un goutte à goutte depuis potentiellement des années. Et à force, ça crée une infiltration de cette ampleur-là. Ça montre aussi que si on laisse traîner les choses, évidemment, on développe les pathologies à extrême. Quelqu'un qui aurait occupé ce bâtiment aurait normalement rapidement trouvé le souci ou se serait rendu compte du problème. Ici, c'était un bâtiment qui n'était pas occupé et donc on voit se développer ce genre de pathologie. Quelques exemples, parfois c'est vraiment assez surprenant. On a ici des stalactites qui se sont créées dans une dalle en béton
Et à nouveau, ici, c'est un problème d'infiltration. On a en fait une terrasse au-dessus de cette pièce-là. L'eau s'infiltre à travers le béton et en s'infiltrant, elle emporte avec elle des composés chimiques qui fait qu'on a du carbonate de calcium, donc des stalactites qui se forment en sortie. C'est assez dangereux, entre guillemets, parce que ça va réduire la résistance des armatures. Comme on a de l'eau qui passe et qui change l'alcalinité du béton, ben on a des armatures qui vont devenir beaucoup plus sensibles et qui peuvent à la fin exploser. Et c'était en fait ce qui s'est passé ici, c'est que quelques mois ou quelques années après, on a vraiment toutes les armatures qui ont commencé à faire exploser le béton et on a des dégâts qui s'amplifient. Ici, je vous parlais tantôt de ce qui arrive souvent. Donc, on a un mortier qui s'effrite. Donc, important à retenir aussi, c'est que la plupart, quand on parle de remontée capillaire, pardon, donc d'eau qui monte par les murs, l'eau, elle passe préférentiellement par le mortier. Parce que le mortier traditionnel, donc je dis le mortier type mortier à la chaux, il a un pouvoir capillaire beaucoup plus grand que la brique. Et donc l'eau, elle va chercher le chemin le plus facile. Et en général, le chemin le plus facile, c'est via le mortier. Et donc il faut s'imaginer que c'est le mortier crée un espèce de chemin par lequel l'eau peut monter. Ce qui a pour conséquence que beaucoup des dégâts sont aussi, dans un premier lieu, normalement liés au mortier. Ici, on a des pierres naturelles et des briques. L'erreur, ce serait à nouveau de venir mettre un cimentage, donc de venir réparer tout ça avec du ciment. Parce que contrairement à la chaux, le ciment, lui, est très hydrophobe. Et donc, on va avoir l'eau qui va de nouveau chercher à s'évaporer, mais cette fois-ci via les briques, et donc potentiellement créer des gros dégâts. Autre exemple de diagnostic, je pense ici qui montre la complexité parfois de poser, de comprendre ce qui se passe. Donc, si on arrive sur ce chantier et qu'on dit, voilà, j'ai de l'humidité dans mes murs, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est l'impact des chlorures. Donc, c'est un autre type de sel. C'est un type de sel qu'on va retrouver fréquemment dans l'environnement. C'est par exemple, ça peut être simplement utilisé comme sel de déneigement. Donc, si il y a, je sais pas, c'est au bord de la route et qu'on a des sels de déneigement qui ont été projetés sur la façade, ben, il y a de ces sels qui vont finir par être absorbés dans la maçonnerie. Et les chlorures, ils ont cette capacité en fait de réagir avec l'humidité de l'air ambiant. Et donc, on va avoir des tâches assez étranges qui vont changer selon les conditions climatiques. Donc, s'il y a du soleil, d'un coup, la tâche peut s'estomper et puis revenir. Et c'est en l'occurrence ici un phénomène de surface. Donc, ce sont pas, ça ne nous dit pas que la maçonnerie est détrempée. Ça peut nous montrer qu'il y a des sels qui ont été localement absorbés. C'est un cas aussi où intervenir est très compliqué parce que comme ces sels ont été absorbés dans la maçonnerie, ben, les sortir de là, ce sera vraiment pas évident. Il n'y a pas de technique rapide pour nettoyer la façade. On ne peut pas venir avec un Karcher et enlever ces sels. C'est beaucoup plus complexe. Toujours dans le diagnostic, donc il y a évidemment d'abord l'inspection visuelle. Quand on vient sur chantier, ben, on peut prendre des photos. On a aussi des dispositifs pour venir voir, par exemple, dans la coulisse. Quand on a un mur creux, donc un mur récent, on peut aller voir ce qui se passe derrière. Les drones, qui sont des outils récents qui sont vraiment pratiques. Ici, on est allé faire une mission au planétarium ici à Bruxelles. Et on voit qu'en quelques secondes, quand on est muni d'un drone, on peut prendre de la hauteur et avoir une vision beaucoup plus claire sur les pathologies dans le bâtiment. Avoir cette photo de la toiture sans les drones, ben à l'époque, ça nous aurait demandé d'accéder à la toiture, de pouvoir marcher, d'être sûr qu'il n'y ait pas de danger. Et donc ici, c'est quand même une technologie qui facilite, surtout au niveau des toitures, le diagnostic. Un autre outil que moi je trouve essentiel dans le travail de diagnostic, c'est ce qu'on appelle des humidimètres ou parfois des protimètres. Et donc, en fait, ce sont des petits dispositifs électroniques de ce type-là qu'on va pouvoir venir plaquer contre le mur. Donc, on va le mettre contre le mur et qui va nous donner une indication de l'humidité de cette paroi. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça émet en fait un champ magnétique et ce champ magnétique, il est influencé par la présence d'eau. Donc, si on a de l'eau, ben, l'appareil va pouvoir le détecter assez facilement. La mesure que ça donne, donc ça donne toujours un pourcentage, par exemple 100% d'humidité, 20, 30, que sais-je. C'est plutôt indicatif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand ça devient rouge, que l'échelle est au maximum, ben, on peut être sûr que là, il y a un problème d'humidité. Euh, Ce qui est aussi très sûr avec ces appareils, c'est si ça
allez, comment dire, si l'échelle est verte, si on a 0% d'humidité, si c'est sec, mais là, on peut être vraiment sûr à 100% que c'est sec. Et donc, on peut rapidement identifier les zones problématiques dans la pièce et éventuellement confirmer une hypothèse. Si on a besoin d'une mesure réelle de la teneur en eau, les méthodes sont un petit peu plus complexes. Là, il faudra prendre un échantillon. Donc, forer dans le mur, faire des analyses, c'est un petit peu plus invasif comme méthode, mais c'est la seule manière d'avoir vraiment une teneur en eau réelle, c'est avec ce genre de technique. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on peut après aussi faire des monitorings. Donc ça, c'est utile si on a un doute sur les conditions d'humidité dans une pièce, par exemple. Si on se demande, voilà, pourquoi est-ce que j'ai de la condensation? Est-ce qu'il fait tellement humide dans cette pièce? Mais on peut mettre un petit capteur dans la pièce qui va mesurer typiquement la température et l'humidité relative au cours du temps, et on va pouvoir avoir une idée du comportement de la pièce. Ce sont des capteurs qui deviennent de moins en moins chers. Il y a quelques années, quand j'ai commencé au CSTC, c'était quand même relativement coûteux et assez pénible de faire des monitorings parce qu'il fallait aller sur place, récolter des données, euh, ce qui demandait, si on avait 5 ou 10 bâtiments à suivre, ben, de se déplacer dans les 6 bâtiments pour aller collecter ces données. Maintenant, on a depuis quelques années des systèmes sans fil qui sont vraiment très pratiques. C'est-à-dire qu'on pose, on a 2 batteries AA dans un capteur, on le met dans une pièce, il n'y a pas besoin de le relier à l'électricité. Et en plus de ça, il nous communique les données à distance, donc on sait suivre cela facilement. Ce que ça a créé comme problème annexe, c'est qu'on a maintenant beaucoup de données. Et donc, on a dû commencer à réfléchir un petit peu à comment analyser ces données de manière rapide pour vite avoir l'information qu'on recherche. Et on a par exemple cette analyse qui est assez facile, qui est euh, mettre en graphique sur une année la répartition des températures et d'humidité qu'on va trouver dans une pièce. Donc par exemple, ici dans la chambre, on voit qu'on a un pic ici autour de 15 degrés et 65% d'humidité relative. Le pic, ça veut dire que la plupart des mesures qu'on fait se trouvent dans cette zone-là. On voit aussi qu'on ne dépasse jamais les 70% d'humidité relative. Donc, on a déjà un air qui n'est pas très humide à la base. Donc, les risques de condensation sont déjà réduits. Euh, Évidemment, la cave, voilà, la cave, c'est un bon exemple. La cave, on a plutôt des pics autour de 10 degrés, entre 10 et 15 degrés, avec un air qui est évidemment beaucoup plus humide. J'avance un petit peu pour arriver dans les solutions. Ici, au niveau des sels, on peut rapidement identifier la présence d'un sel ou pas. Euh, les caméras thermiques, je vous le disais, ça c'est aussi très, de plus en plus accessible et très utile. Ce sera pour détecter ces fameux points froids dans une pièce, donc les points sur lesquels potentiellement on a de la condensation. Donc on va avoir une cartographie de couleurs qui nous montre en bleu les zones qui sont froides. Donc ici, on voit qu'on a un point à 9 degrés. Donc ça nous donne un indice qu'ici, effectivement, il faut surveiller, il faut valider qu'il n'y ait pas un risque de condensation. On a en fait beaucoup d'informations avec ces caméras thermiques. On peut aussi voir des zones préférentielles de déperdition de chaleur. Donc, on peut, au niveau des châssis, par exemple, euh, constater ce qui aurait à améliorer au niveau des infiltrations d'air, par exemple. Ça, c'est une analyse beaucoup plus poussée, mais qui montre jusqu'où on peut aller dans les recherches sur chantier. C'est ici un mur qui présente quelques problèmes d'humidité. Si on attend que le soleil vienne chauffer le mur et qu'on fait une thermographie, on va avoir toutes les zones humides qui vont apparaître beaucoup plus chaudes. Et donc, on peut facilement cartographier la façade et voir où se situent les potentiels problèmes d'infiltration. Et on voit ici qu'il y a la descente d'eau que vous voyez à gauche. Ben, la descente d'eau, elle crée certains problèmes d'humidité. Les drones, évidemment, je rentre pas trop dans le détail, mais on a depuis quelques années des drones plus accessibles et donc on peut faire ces analyses de diagnostic à l'échelle du bâtiment. Ici, par exemple, c'est une thermographie globale du bâtiment. On va pas faire ça pour toutes les maisons de Bruxelles, évidemment, hein, mais pour du patrimoine, pour des bâtiments classés, c'est le genre de technique qui peut rapidement nous montrer des gros soucis. Et là, vous voyez qu'au niveau de ces toitures, on a par exemple 2 zones très chaudes. Comme on est en hiver, dans l'idéal, on ne voudrait pas voir des zones chaudes, donc on voudrait que la toiture soit parfaitement froide. Si on voit du chaud sur la toiture, ça veut dire qu'il y a des déperditions anormales. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a certains caissons qui n'ont pas été bien isolés, et donc on peut aller
préparer les interventions, confirmer que tout fonctionne correctement. Les techniques Pour digitales information, sont... Samuel, on est à mi-temps. Oui, oui, parfait. Ben, ici, les techniques digitales, c'est aussi assez récent. C'est de plus en plus facile, donc on s'attend à ce que dans les prochaines années, ce soit vraiment accessible au plus grand nombre. Mais donc, en quelques photos, ici, on a pris une dizaine de photos de la façade. On peut recréer ce qu'on appelle une élévation de façade, donc c'est-à-dire un plan parfaitement droit de la façade, sur lequel il sera facile de mesurer l'étendue des dégâts. Voilà, c'était la grosse introduction. Maintenant, ben, je l'ai dit, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qui existe comme problème et comment on va typiquement y remédier. Je vous l'ai dit, pour tout ce qui est humidité ascensionnelle, donc on parle des caves, des bas de murs en général, donc ce n'est pas des choses qui vont concerner les premiers étages, les premiers ou deuxième étages. Ça concerne principalement les bâtiments anciens. Normalement, si le bâtiment a été construit après 1945, on a ce qu'on appelle l'interruption capillaire. Et donc, s'il y a des problèmes en bas de mur, ça va plutôt être dû à un défaut d'exécution. C'est peut-être que la membrane n'a pas été bien mise ou qu'il y a, je pense qu'on le voit par la suite, non, j'ai pas repris, qu'il y a des gravats qui se sont par exemple accumulés dans le creux du mur, donc dans la zone vide du mur et qui peuvent créer des soucis. Un bâtiment ancien, ici une ancienne ferme, ben, on voit à nouveau une bande de dégâts caractéristiques autour d'1 mètre de hauteur. Et quand on voit ça, c'est quasi systématiquement un problème de remontée capillaire. Donc, on a de l'eau qui remonte dans les murs. Couplé ici à des problèmes au niveau des descentes d'eau, donc de la gouttière qui fuit clairement. Donc, on voit que le diagnostic, parfois, il est plus aisé. Le souci dans ce bâtiment-là, c'est qu'il y a plein de problèmes qui coexistent. Et traiter tout ça, ça peut représenter évidemment des coûts significatifs. Alors, comment est-ce qu'on va traiter ces problèmes d'humidité ascensionnelle? Ben, la première tentation, ce sera à nouveau de le couvrir, de dire, voilà, on va faire un cimentage sur la zone problématique. Le problème avec cette approche, c'est que l'eau va juste monter plus haut. Et c'est ce qui s'est passé ici. On voit qu'il y a eu un cimentage probablement pour masquer les dégâts de la maçonnerie. Et les dégâts sont montés 1 mètre plus haut. Et donc, après quelques années, on a des nouveaux dégâts qui vont de plus en plus haut. Et donc, si on continue à cimenter le mur, ben, on risque de se retrouver avec des dégâts sur toute la façade. Donc, on doit, d'une manière ou d'une autre, empêcher l'eau de rentrer ou de monter dans le mur. Donc ça peut être seulement complémentaire, un cimentage, c'est nécessairement complémentaire à un autre type d'intervention. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une des méthodes qu'on préconise. Ben, c'est ce qu'on appelle des injections. C'est un peu particulier quand on l'a jamais vu, mais on vient en fait injecter un produit de la longueur du mur. Euh, donc ça ressemble à ça. Bon, il y a un petit truc dedans, mais on fait un trou tous les 15 centimètres environ, enfin tous les 10 à 15 centimètres, sur toute l'épaisseur de la maçonnerie, et on vient injecter une forme de crème, donc un peu comme du silicone, avec un pistolet qui à nouveau ressemble à un pistolet à silicone. Et on vient en fait créer une couche continue qui est hydrophobe. Ça veut dire que cette couche dans la maçonnerie, elle ne va plus permettre à l'eau de monter par capillarité. Et donc, si c'est bien exécuté, on recrée cette barrière d'étanchéité. Parce que sinon, l'alternative, c'est de venir couper la maçonnerie, d'insérer une barrière complètement étanche, mais ce sont des interventions qui sont extrêmement lourdes et très difficiles à appliquer. Ce qu'il faut savoir, ça c'est essentiel, c'est que tous les produits ne se valent pas. Et donc, c'est important de regarder la fiche technique du produit qui est injecté et de simplement regarder la formulation. Nous, au niveau de Buildwise, on a une note de référence qui donne les catégories de produits et qui dit quelles catégories de molécules ne fonctionnent absolument pas et quelles catégories de molécules vont fonctionner très bien. Après, à nouveau, ça pourrait être le sujet d'un cours entier, mais l'idée, c'est de créer une zone continue sur toute la partie à traiter. Donc, si on a les 4 murs à traiter, ben, on doit parcourir les 4 murs et s'assurer que l'eau ne puisse pas passer, évidemment, euh, par le voisin ou par les terres qui sont présents de l'autre côté du mur. Donc, il faut réfléchir pour qu'évidemment, l'eau ne puisse pas trouver son chemin au niveau du mur. Et donc, la règle principale, c'est déjà, on injecte toujours au-dessus du niveau de la terre. Si on injecte en dessous du niveau de la terre, ben, l'eau va pouvoir passer par au-dessus. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, le problème quand on traite des remontées capillaires, c'est qu'il faut s'assurer un suivi, enfin, il faut s'assurer que ça fonctionne. Et souvent, on a beaucoup de dégâts qui vont se créer juste après le traitement.
Parce que comme on l'a vu, le mur va sécher, donc on va empêcher l'eau d'arriver. Donc d'un coup, le mur va sécher complètement. Donc toute l'eau qui est contenue dans le mur va venir se déposer sur les surfaces. Et à ce moment-là, on peut avoir tous les sels qui vont se déposer. Et donc dans les 6 mois, un an qui suivent le traitement, on peut avoir des dégâts qui vont être considérables. Et donc ça, c'est une cause souvent euh, pour les particuliers de dire ah ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui se passe? Et donc il faut d'une part contrôler avec des humidimètres pour être sûr que ça ait bien fonctionné et souvent refaire la couche de finition. Donc venir traiter et tout de suite après mettre un enduit juste après le traitement, c'est une très mauvaise idée parce qu'il est probable que cet enduit va devoir être remplacé. Les maçonneries enterrées, c'est le plus compliqué à traiter. Ce sont voilà, des espaces qui sont historiquement non occupés, sont ce qu'on appelle des espaces tampons, en tout cas dans les bâtiments anciens. Donc, ça n'avait pas comme pour vocation d'être occupé comme une chambre, comme un bureau. Et donc, si on conserve cette occupation euh, temporaire ou de stockage, il y a en général peu de soucis. Mais si on veut transformer ça en une chambre, comme ça se fait de plus en plus souvent, ben, ça va en général pas très bien se passer si on ne fait pas les interventions nécessaires. Et donc, traiter une cave pour que ce soit sain, ça impose souvent de rendre toute la partie intérieure complètement étanche à l'eau. On a deux solutions possibles. Je vous passe un petit peu le texte pour vous le montrer de manière graphique, hein. On a évidemment deux solutions pour empêcher l'eau de la terre extérieure de rentrer dans la cave. C'est d'une part de traiter par l'extérieur. Donc c'est très coûteux, c'est évidemment invasif, donc pas toujours possible. Mais dans l'idéal, on viendrait retirer la terre qui est contre le mur, venir placer une membrane complètement étanche à l'eau au niveau du contact entre la terre et la maçonnerie, et mettre un drain pour récolter l'eau qui arrive au niveau des terres extérieures. Si on ne fait que ça, alors, c'est pas suffisant parce que l'eau peut continuer à s'infiltrer par en dessous, donc par les sols. euh, et on préconise toujours, dans plus de ça, faire une injection au niveau des murs de cave, donc de dire on va empêcher l'eau de remonter en de nouveau créant cette zone hydrophobe en bas de mur. La solution plus facile, théoriquement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir accès à l'extérieur, on n'a pas besoin d'avoir l'accord de tous ses voisins, de venir mettre des grosses machineries, etc. C'est de venir étanchéifier par l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un cuvelage. Et à nouveau, donc on va rendre le mur complètement étanche. Si on fait ça, attention que l'eau peut continuer à monter aux étages supérieurs, donc on est obligé de venir faire une injection, cette fois-ci au niveau supérieur de la cave, donc empêcher l'eau qui aurait tendance à remonter d'aller plus haut. Alors comment est-ce qu'on va rendre ça étanche? Et la solution la plus courante, c'est des cimentages, donc ce qu'on appelle des cimentages hydrophobes. Le problème du cimentage, c'est que c'est pas à 100% étanche. Ça veut dire que c'est assez hydrophobe, donc l'eau liquide ne va pas pouvoir passer facilement. Mais par contre, la vapeur va pouvoir continuer à circuler dans le cimentage. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que le mur va continuer à sécher, en fait, très lentement, mais derrière le cimentage. Et comme le mur sèche juste derrière le cimentage, comme je l'ai dit, les sels se déposent là où le mur sèche, et donc les sels vont s'accumuler en fait entre le cimentage et le mur existant. Et donc, c'est ce qui va créer ces décollements massifs où d'un coup, on a tout le cimentage qui tombe par morceaux. Ben, c'est parce qu'un cimentage n'est pas une solution parfaite. La seule solution parfaitement étanche, c'est de venir mettre ce genre de membrane. Ça se fait, hein, c'est très coûteux, mais là, on a vraiment une solution 100% garantie pour le- la cave. Attention que c'est coûteux et que ça implique aussi de bien appliquer ça, donc d'être sûr d'avoir fait les injections en haut du mur, etc. Voilà, donc je réinsiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui arrive souvent malheureusement. Encore deux points, je vais encore essayer de terminer les dernières minutes ici. Les pluies battantes, c'est en général plus facile à diagnostiquer, comme j'ai dit, ça arrive là où il y a des points faibles dans l'étanchéité. Donc, il faut imaginer que le bâtiment a un espèce de manteau. Mais partout où il y a une fuite dans le manteau, ben, on a potentiellement de l'eau qui va rentrer dans le bâtiment. Donc, souvent au niveau des toitures, au niveau des descentes d'eau, au niveau des gouttières. C'est souvent dû aussi, comme mis en gras ici,
par un problème de manque d'entretien ou d'usure naturelle d'un élément d'étanchéité. Au niveau des murs, il faut savoir qu'il y a une direction préférentielle des vents en Belgique et donc la plupart des pluies battantes, donc les pluies qui sont rabattues sur les façades avec le vent, vont être plutôt localisées sur les façades sud à sud-ouest, enfin, cette orientation-là des bâtiments. Donc s'il y a des dégâts qui sont plutôt localisés sur ces orientations-là, c'est probablement dû à des pluies battantes et à un mur qui n'est plus capable d'absorber cette eau. Ça arrive souvent sur des murs assez fins. Donc, si on a un mur massif de 30 centimètres relativement ancien, normalement, il est capable de résister à des pluies battantes. Donc, il va naturellement sécher par la suite. Mais si on a des fissures qui vont réduire sa capacité de résistance à l'eau ou des dégâts ou que sais-je, ça peut venir causer des soucis. Alors, ce qu'on peut préconiser ici, c'est ce qu'on appelle des solutions d'hydrofugation. Ça se fait aussi fréquemment, notamment quand on fait de l'isolation par l'intérieur. Et là, on va rendre en fait toute la surface du mur extérieur hydrophobe. Donc, on voit que ça va créer un effet perlant sur l'eau de pluie. Mais attention, ça fonctionne très bien, pour autant que le mur est en bon état. Si on a des grandes fissures dans le mur, je vais vous montrer un exemple, je vous passe les détails, comme ici. Ici, il y a une hydrofugation, donc le mur est rendu hydrophobe, mais on a la présence de fissures qui existent encore. Et l'eau va pouvoir continuer à s'infiltrer dans ces fissures, mais à nouveau, elle pourra sortir beaucoup moins bien que par le passé. Et donc, les sels, tous les problématiques de gel, dégel vont se localiser juste à quelques millimètres derrière la brique. Et donc, on va avoir des phénomènes de cassure qui peuvent avoir lieu. Et donc, on a ici, de manière assez surprenante, les briques qui vont se casser de manière nette. Et c'est dû au fait qu'il y a eu un traitement de surface sur cette maçonnerie. Et donc, il faut réparer impérativement toutes les fissures dans la maçonnerie avant d'y refuger. Sinon, à nouveau, on amplifie fortement les dégâts. Rapidement, donc l'hydrofuge a aussi un impact esthétique, c'est pour ça que c'est utilisé. Donc, comme l'eau ne peut plus pénétrer dans la maçonnerie, ben, on va aussi préserver en général son apparence propre, parce que ce sont souvent en fait les crasses qui vont rentrer avec la pluie, qui vont salir les façades. Et donc, sur le patrimoine, c'est aussi parfois utilisé pour garder un aspect de protection contre les salissures. Je vois que le temps file, mais je voulais absolument terminer sur la condensation, parce que là, c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui est beaucoup plus fréquent dans les bâtiments. Et donc là, on produit tous de l'eau quand on cuisine, quand on prend des douches, mais aussi simplement quand on respire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le fait de dormir dans une pièce, et on crée une quantité d'eau qui est vraiment pas négligeable. Donc on voit ici environ 1 kg d'eau par jour par personne. Donc sur une nuit, si on est 2 personnes dans une chambre, on a quand même une production d'eau qui est vraiment pas négligeable. On parle quand même de litres d'eau. Et donc ça va venir chercher, l'air va se saturer, donc l'humidité relative dans la pièce monte. Et vous vous rappelez, quand on a une humidité relative qui monte, ben, on va plus facilement condenser. Il suffira, par exemple, dans une chambre qui est occupée par 2 personnes et qui n'est pas bien ventilée, d'une surface peut-être à 15 degrés pour qu'il y ait de la condensation. Et donc, on voit aussi, vous commencez à sentir peut-être qu'il y a un lien fort avec la ventilation. Si je peux évacuer l'eau qui est générée par le fait de cuisiner, par le fait de respirer, ben, je vais aussi diminuer fortement le risque de condensation. Où est-ce que ça va se produire principalement? Ben, sur les surfaces froides et mal ventilées. Donc le simple vitrage est un exemple type. Ici, on a un coffret en fait de volets électriques qui va aussi causer localement une zone plus froide. Comme on a moins de murs, on a un mur localement plus froid et donc un risque de condensation. Cette forme-là, vous allez peut-être parfois la rencontrer. On appelle ça une forme hyperbolique. On voit qu'on a vraiment comme 2 cercles qui se rejoignent au niveau d'un coin de mur. C'est typique d'un manque de ventilation. En fait, ça nous montre les zones qui sont moins ventilées, dans lesquelles les moisissures vont juste trouver ce qu'il leur faut pour se développer. Donc, c'est important de ventiler, de chauffer un minimum et d'éviter la présence de surfaces froides locales. Ici, un exemple qui est aussi très parlant, c'est ce qu'on appelle de la condensation interne ou intérieure. Ici, la vapeur d'eau est rentrée dans le mur et elle est venue condenser sur un point froid qui se situe dans le mur. Ça, c'est une autre règle générale quand on isole. Il
faut toujours avoir en tête que quand on place un isolant, la chute de température, euh, la plus grande chute de température va avoir lieu au travers de l'isolant. Pour le dire différemment, ça veut dire que si on isole par l'intérieur, juste derrière l'isolant, on va avoir un point très froid. Et donc, si la vapeur d'eau peut atteindre ce point froid, donc si elle peut passer à travers l'isolant d'une manière ou d'une autre, on va avoir des gros soucis de condensation. Et c'est pour ça que qui dit isolation par l'intérieur dit quasiment toujours un système de pare-vapeur. On empêche la vapeur de rentrer dans le mur parce qu'il y a beaucoup trop de risques de condenser. Oui, ça c'est ce que je vous ai dit de manière orale. Euh, c'est souvent donc le diagnostic qui peut être, comme je vous l'ai dit, réalisé avec une caméra thermique. On peut essayer de trouver par exemple des éléments en béton qui créent un point froid ou des points de condensation locaux. On peut aussi vérifier après une isolation si on crée ce qu'on appelle un pont thermique. Donc, si on a mis de l'isolant quelque part mais qu'on a oublié un petit détail, ben, on va aussi venir créer un point froid localement. C'est pour ça qu'isoler un mur, c'est jamais anodin. Il faut vraiment prêter attention aux règles de l'art et ne pas créer des points de condensation. Je terminerai ici là-dessus. De nouveau, des diagrammes plus parlants sur les risques de condensation, hein. Mais donc ici, ce qu'on a par exemple, c'est, je vais prendre l'exemple du plancher ici. On a un plancher en bois existant dans une ancienne maison et on a mis un isolant par l'intérieur parce qu'on voulait, par exemple, pas toucher à la façade. Donc on a vu isoler par l'intérieur. On a mis un pare-vapeur en se disant, voilà, c'est parfait, la vapeur ne peut pas rentrer dans le mur. Et ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est que la vapeur pouvait passer au travers du plancher. Donc on a des lattes de plancher à travers laquelle la vapeur peut passer et elle vient condenser juste derrière l'isolant. Donc toute cette zone-là est beaucoup plus froide qu'avant. Quand il n'y avait pas d'isolant, euh, il n'y avait pas cette température froide ici. Donc tout le mur est plus froid et donc potentiellement on peut condenser au pire endroit possible, c'est-à-dire au niveau des appuis des planchers et donc avoir des poutres qui sont complètement grignotées à l'intérieur sans qu'on puisse le voir. Voilà, je vais terminer ici. Les sels, euh, retenez juste que ça, il y a deux types de sels. Il y a les sels qui vont venir cristalliser, donc qui auront tendance à venir se déposer en surface des murs, comme ici. Et donc là, c'est très dur à traiter. Une solution, c'est de gratter. Donc oui, si on a coupé l'arrivée d'eau, donc on a rendu le mur étanche, on a tous ces sels qui vont arriver, ben on peut attendre 6 mois ou X mois et venir gratter pour essayer de les enlever. Mais il n'y a pas de solution facile pour venir les absorber et les récolter. Ce qu'on fait parfois dans les cas extrêmes, c'est carrément mettre une couche d'enduit qu'on appelle sacrificielle. Ça veut dire qu'on va mettre un enduit qui est destiné à être enlevé. Donc on va traiter le mur, on met un enduit temporaire et cet enduit va venir en fait absorber tous les sels et après on devra l'enlever par la suite. Je sais, vous allez me dire, ah, mais ça coûte cher, personne ne va faire ça. Ça dépend de nouveau du niveau de finition qu'on veut avoir et du niveau d'intervention qu'on vise. Les sels, dernier slide, je vous promets, les sels hygroscopiques, eux, ils ont plutôt tendance à être sous forme liquide, dans des conditions ambiantes, et donc ils vont créer ces taches au niveau des murs extérieurs qui sont assez disgracieuses. Et à nouveau, il n'y a pas de solution miracle. Souvent, on dit que si le mur est peint, déjà au niveau esthétique, c'est beaucoup plus visible. Donc, on va déjà conseiller d'enlever la peinture des murs si c'est possible. Et au niveau traitement, on est encore ici dans des techniques très expérimentales. Voilà. Je m'arrête pour respecter un petit peu l'horaire. Vous avez vu que c'est introductif comme présentation. Il y a beaucoup de choses à voir. J'ai découvert la fiche ici d'Upgrade sur l'humidité dans le logement. Elle est vraiment bien faite. Moi, je vous conseillerais, si vous ne la connaissez pas, d'aller la consulter. Super, merci beaucoup Voilà. Samuel pour cette présentation qui était très éclairante. Je propose qu'on passions maintenant à la session des questions-réponses. Afin d'apporter des réponses au plus grand nombre, nous allons traiter des questions plutôt d'ordre général, car il est souvent impossible de parler des cas particuliers sans photo, vidéo de la situation. Si par manque de temps, nous n'avons malheureusement pas pu répondre à vos questions, je vous invite à nous les envoyer via le formulaire de contact en ligne sur homegrade.brussels. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais, et cela aussi bien en français qu'en néerlandais.
Et d'ailleurs, pour le néerlandais, la brochure sur l'humidité dans le logement sera bientôt disponible en néerlandais sur notre site web. Elle est en traduction pour le moment. C'était une question. Alors, la première question que nous avons eue, Samuel, c'était sur les remontées capillaires dans un mur sans barrière capillaire. Est-ce qu'un enduit à la chaux contre brique qui capture les sels et ne les laisse pas prisonniers dans la brique ou à l'interface brique-cimentage, dans le cas d'un cimentage, ne serait pas une solution plutôt que de chercher à bloquer le passage de l'eau? En fait, créer une membrane Oui. qui ferait cette interface d'évacuation d'eau. Donc, effectivement, le problème des enduits à la chaux, c'est qu'ils vont être beaucoup plus perméables à l'eau que le cimentage. Mais donc, ils vont aussi, s'il y a des problèmes graves de remontée capillaire, ils vont aussi être beaucoup plus marqués au niveau des dégâts. Donc, on risque d'avoir, ça dépend de l'ampleur des choses, hein, mais des sels, si on ne coupe pas l'arrivée d'eau, en tout cas, les sels vont continuer à venir se déposer en surface à l'endroit où ça sèche. Et donc, on va aussi avoir ces enduits qui se décollent. Par contre, après une intervention, effectivement, on peut déposer un enduit à la chaux si on attend suffisamment de temps après l'intervention ou si on sélectionne des enduits spécifiques, ce qu'on appelle les enduits d'assainissement, qui ont une formulation particulière qui est capable de mieux contenir les sels. Donc ça, c'est une solution aussi qui est possible pour aller un peu plus vite. On fait le traitement, on remet un nouvel enduit à la chaux, mais qui a cette capacité d'absorption un peu plus grande. Ok, merci. Une autre question, si on veut faire un diagnostic avant travaux, combien ça coûte, à qui on peut s'adresser pour avoir un diagnostic qui propose bien évidemment aussi des solutions? Euh, c'est une bonne question. Il y a des entreprises qui font des traitements d'humidité. Bon, évidemment, elles ont un but commercial, donc il faut toujours avoir en tête que leur but, c'est de traiter un maximum les problèmes d'humidité. Mais souvent, elles vont proposer ce service de diagnostic. Donc, elles vont venir avec les appareils adéquats pour faire le diagnostic, ou en tout cas, elles sont censées le faire. Sinon, je pense que c'est qu'elles ne maîtrisent pas bien leur sujet. Je ne sais pas là quel est le rôle d'Homegrid là-dedans exactement. Charles, je ne sais pas Alors nous, dans si certains vous... cas, on peut analyser la pathologie et donner les solutions, mais en tout cas, euh, on, on ne fait pas automatiquement une visite et on va chercher des solutions, mais on réalise pas de devis, etc. C'est pas non plus Mhm, notre rôle. Donc on va vraiment avoir une position de conseil, d'analyse de la situation. mhm. Si vous avez voilà une typologie particulière, envoyez-nous des photos via notre site web et un ou une de mes collègues vous recontactera de façon à discuter avec vous de votre problématique et des solutions possibles. Une autre question, là, je pense que c'est intéressant parce que c'est le sujet à problématique. Je dois repeindre le mur d'un garage qui est à moitié enfoui dans le sol et du coup qui a des traces de salpêtre. Quelle peinture utiliser? Dois-je utiliser une peinture hydrofuge? Oui, ça c'est très compliqué. Moi, j'ai quand même, je pense que je reste plutôt dans une approche scientifique. Donc, les gens de terrain auront souvent un retour beaucoup plus concret là-dessus sur quel type de produit utiliser, quel type de peinture, même quelle marque parfois utiliser. Euh, Moi, je me sens pas capable de répondre vraiment précisément là-dessus parce que ça dépend à nouveau de l'ampleur des dégâts. Et est-ce qu'on peut accepter que le mur continue à être humide ou pas? C'est vraiment au cas par cas, quoi. Je pense que selon l'ampleur, ça peut revenir très vite ou on peut être tranquille pendant 5 à 10 ans. Parfois, le cimentage, ça nous permet d'avoir une zone pendant 10 ans où on est tranquille là-dessus. Les problèmes des peintures, je pense, qui sont hydrophobes, c'est qu'il y a un moment où quand même la pression va faire que ça commence à se craqueler. Et dès que ça va se craqueler, on peut avoir localement tous les dégâts qui vont se concentrer parce qu'à nouveau, l'eau, elle va trouver une brèche, elle va s'y engouffrer et donc ça peut revenir très très vite. Mais à nouveau, pour des questions très pratiques comme ça, je ne me sens pas toujours légitime pour répondre là-dessus. Ouais, mais c'est toujours mieux d'essayer d'abord de prévenir l'humidité avant d'essayer de faire une finition Oui, dessus. Je oui. pense que c'est quand même ce qui a été dit plusieurs fois dans cette présentation. Euh, Quoi utiliser comme produit pour refaire des joints entre les briques dans les bas de mur, dans les caves qui s'effritent très fort, puisqu'on ne peut pas faire un cimentage pour éviter. Qu'est-ce que vous conseillez? Mais si on, de nouveau, si on ne s'attaque pas au problème, à la cause, ben, il faut savoir que l'intervention, elle va avoir une durée de vie limitée dans le temps, peut-être 5 10 ans, mais la plupart du temps, il vaut mieux intervenir avec de la chaux que de faire un cimentage, en tout cas, parce qu'on voit que le ciment, il a cet impact où il peut déplacer, il faudrait que je parle de rejointoyer, hein, donc rejointoyer au ciment sans traiter auparavant la cause, là, ça devient vraiment dangereux. Mais donc la chaux a cette capacité de parfois mieux réagir à l'humidité que le ciment. Mais Merci. en sachant qu'il y a cette durée limitée, quoi, que ce sera, de toute façon, ça va revenir, quoi.
Un exemple typique de pont thermique que je partage, il y a Mhm, 1 an, j'ai fait remplacer mes châssis simple vitrage par des châssis double vitrage, une maison de 1938. Depuis, dans la salle de bain uniquement, se sont installées progressivement des traces de moisis ouais. autour des châssis. Mhm. C'est pourtant la pièce la plus aérée quotidiennement de la maison. Que faire? Oui, c'est un vrai problème, hein. Moi, j'ai le cas aussi sur une maison où ce sont des châssis double vitrage, mais assez anciens en PVC, qui du coup ont un peu du jeu et qui sont pas très étanches. Mais en fait, comment dire, cette mauvaise application, le fait que ces châssis ne soient pas parfaits, ben, elle améliore le problème de condensation parce qu'en fait, on a de l'aération locale qui se crée par les infiltrations. Un expert dirait, ah oui, mais c'est des infiltrations, c'est pas de la ventilation, il faut maîtriser ce qui se passe. Mais il en reste qu'on atteint un équilibre qui fonctionne et dès qu'on vient changer, mettre un double vitage hyper performant qui justement, si c'est bien fait, sera calfeutré parfaitement sur son pourtour, qui aura vraiment une étanchéité à l'air parfaite, ben alors il faut mettre un système de ventilation efficace à côté, sinon on ne s'en sort plus. Donc Mais ventilation mécanique plutôt que de mécanique, juste dire c'est on ça. ouvrir la fenêtre, qui Voilà. peut éventuellement même en fonctionnement en continu à régime variable. C'est Oui, tout à fait tout à fait. possible. Une rapide question, est-ce qu'il existe des dispositifs pour aller voir dans la coulisse des murs de façade? Oui, donc c'est ce qu'on appelle les endoscopes, un peu comme en médecine. Donc, ce sont des caméras qui sont montées sur un fin câble qu'on peut venir un petit peu manipuler. Il faut trouver un point d'entrée, mais ça, on peut toujours le créer s'il n'y en a pas. Et effectivement, les coulisses sont des zones où il peut se passer plein de choses, notamment au niveau des infiltrations. Je ne l'ai pas montré en détail, mais on peut avoir des gravats qui s'accumulent dans la coulisse et qui vont faire un pont entre la couche extérieure, donc le parement du mur, et la couche portante. Et normalement, les deux sont séparés et c'est le rôle de la coulisse. Donc, si on vient rejoindre les deux à cause de gravats ou à cause des animaux, ou que sais-je, ça peut créer de l'infiltration. Et parfois, ça ressemble à des remontées capillaires et en fait, c'est simplement cette petite couche de gravats qui va faire le pontage entre la brique extérieure et le mur portant. Et donc, on a en bas de mur des taches qui peuvent s'installer. Mais donc, ça existe. Ok, merci. Alors, est-ce que le CSTC, donc Buildwise, pourrait donner les références du document qui reprend les formules catégories de produits à utiliser Oui. pour les injections? C'est la NIT 252, donc NIT pour note d'information technique. 252, j'écris sur le Ouais, NIT je l'ai pas 252. repris, c'est vrai, dans le slide C'est ici. bon, Mais donc c'est là, tout, écrit. voilà. C'est écrit. Quel problème supplémentaire la présence d'une nappe phréatique sous un bâtiment pourrait causer? Oui, donc ça, j'ai été assez vite sur les caves enterrées, mais évidemment, là, on a une pression d'eau positive. Ça veut dire que non seulement il y a de l'eau qui est présente, mais en plus, elle pousse sur les maçonneries et sur les sols. Et donc là, on peut vraiment avoir de l'eau qui sort avec une pression. Donc, c'est même arrivé, j'ai déjà vu des cas où il y a presque un petit jet d'eau qui sort des murs. Donc, c'est vraiment les cas extrêmes. Mais là, on a cette poussée supplémentaire euh, qui fait que c'est d'autant plus dur à traiter, quoi. Je ne suis pas un expert de ce genre de cas avec nappe phréatique, mais là, on peut parfois devoir travailler aussi sur l'évacuation de l'eau, quoi. Savoir est-ce qu'il y a suffisamment de dispositifs extérieurs pour faire des drains et empêcher l'eau d'arriver. Mais ça empire évidemment le problème. Bon, je suis désolé, on arrive vraiment avec encore beaucoup de questions. On arrive à la fin du webinaire. Merci encore Samuel pour toutes tes explications, Bedankt Joris pour de Vertaling, et merci Florence pour le support technique. Comme indiqué, si on n'a pas eu, comme on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, je vous invite à nous les envoyer via le formulaire de contact en ligne sur homegrade.bruxelles et nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce dernier épisode de la série Les webinaires d'Homegrade. Merci N'oubliez beaucoup. pas, je t'en prie Samuel, merci d'avoir participé. N'oubliez pas de consulter régulièrement notre site web pour ne pas rater la prochaine saison. Excellente après-midi à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.